Donc, rebonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici avec nous pour suivre cet après-midi, après-midi dédié à la question de l'éco-production, toujours. Une après-midi qui va se scinder en deux parties. La première étant la présentation exemplifiée du travail d'un bureau de tournage en région, de deux bureaux de tournage, puisqu'ils sont deux représentants. Et dans un second temps, la présentation du guide de tournage dans les milieux naturels. Notre objectif cet après-midi, c'est d'enregistrer les témoignages des différents intervenants pour à terme proposer un contenu vidéo ou podcast, c'est pas encore tout à fait décidé, qui soit périn à disposition des étudiants, bien sûr, évidemment, des étudiants de l'IFCAM mais d'autres formations, et de tout professionnel qui souhaite en devenir ou pas, mais qui souhaite en apprendre plus sur la démarche de l'éco-production. Pour cette première partie de l'après-midi dédiée à la construction d'un réseau professionnel autour d'un bureau de tournage, autour d'un tournage avec l'aide des bureaux de tournage, je vous présente Laurent Moreau, qui travaille au bureau des tournages Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. Merci pour être venu. Merci de m'avoir invité, de nous avoir invités. Bonjour. Thomas Maguire, qui est directeur de production chez Futuricon. Futuricon ou Futuricon? Un peu les Les deux. deux, on dit les deux. Et pour mémoire, producteur de Minuscule. Pas moi, hein, mais Futuricon. Voilà. Oui. Donc sur du cinéma fiction, du cinéma d'animation. Enfin, moi, en fait, je suis donc intermittent du spectacle et mon métier, c'est directeur de production. Sur un projet dont on collabore ensemble avec l'Aquitaine et la Haute-Vienne, qui s'appelle Just After Dawn, là, je suis pour Futuricon. Et ils ont fait entre autres des films comme Minuscule dont on a parlé, Chasseur de dragons. C'est une des références en région parce que l'animation c'est très présent en Nouvelle-Aquitaine et ils travaillent tout le temps. Donc là il y a Minuscule 3 qui va arriver, Minuscule série télé. C'est un univers qui est très porté sur la nature, donc je pense que ça fait écho à beaucoup de gens qui sont ici, cette volonté de mettre en avant cette nature, tout ce qui est toutes les micro choses dedans. Et c'est une poésie. Et là, ils sont allés sur un créneau qui est pas du tout le leur, qui est le live, la fiction. Et donc, c'est un autre univers de travail et c'est un coup de cœur du producteur pour un film dont on parlera après, je pense. Voilà. Merci. Et Thierry Borde qui représente le bureau d'accueil des tournages de Dordogne et qui était avec nous l'année dernière sur la question des tournages en milieu naturel et qui a pu témoigner, on va dire, représenter en fait le milieu du cinéma l'an dernier. Euh, Moi, j'ai beaucoup apprécié ton intervention, ton travail en off avec les étudiants de l'IFCAM. Et c'est de notre rencontre, en fait, qu'est née cet après-midi et cette deuxième rencontre autour des bureaux de tournage, puisque j'en ai discuté avec certains étudiants il y a quelques semaines, en essayant de leur expliquer ce qu'était un bureau de tournage, d'accueil de tournage, pardon. Et au bout de 2, 3 minutes d'explication, j'avais pas réussi à faire le job. Donc je me suis dit, c'est très bien, c'est Thierry Borde qui va le faire. Donc Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle d'un bureau de tournage? Ben, merci en tout cas de nous réinviter euh, à l'IFCAM pour parler de tournage. Alors, un bureau d'accueil de tournage, Laurent, tu me dis quand je me trompe, mais il y a deux volets sur un bureau d'accueil des tournages. Il y a un volet qui est tourné vers le territoire pour lequel on va travailler et il y a un volet qui est tourné vers les productions pour lesquelles on va également travailler. Et c'est pas tout à fait la même mission et c'est pas tout à fait le même regard qu'on porte sur les deux. En tout cas, c'est une structure ancrée pleinement dans son territoire géographique, qui soit à l'échelon comme le mien, un petit échelon départemental d'un département rural de la Nouvelle-Aquitaine, ou beaucoup plus grand, mais Laurent en parlera, et avec une agence régionale qui s'appelle l'agence Alca Nouvelle-Aquitaine, où là, lui, c'est trois départements dont il a la charge. Donc ça aura sans doute des différences sur la façon d'appréhender son territoire. Donc notre boulot, c'est d'être en relation, en porosité absolue, continuelle, journalière, avec tout ce qui tourne autour du cinéma sur notre territoire. Mais comme le cinéma sur notre territoire, c'est pas grand-chose, on est surtout en relation avec les politiques, les administratifs, les techniciens, les propriétaires de sites naturels ou des sites bâtis. Nous sommes en relation avec le tourisme, nous sommes en relation en fait avec
l'ensemble de ce qui fait une économie d'un territoire départemental, à l'exception du cinéma, quelque part. Le cinéma, on le rencontre, nous, quand une production nous envoie des intermittents, des chefs de poste, comme Thomas, des directeurs de production. Il vous expliquera son boulot, mais en fait, le directeur de production, c'est le patron. C'est celui à qui on dit, ben voilà, tu as tant de sous, et à partir de ça, tu essayes d'en ramener, mais surtout, tu essayes de bien les dépenser sur le département où tu vas aller. Et là, nous, on parle de cinéma à ce moment-là avec la production d'un film. Et on va faire ce lien, disons, intellectuel entre traduire ce que pense un réalisateur et ce que peut mettre comme argent un producteur pour un film et notre territoire qui, a priori, ne sait pas pourquoi on est venu le voir. Puisqu'on va venir le voir pour n'importe quoi. On va venir le voir pour construire une navette spatiale dans un hangar qui est une friche industrielle. On va venir le voir pour une usine de jus de tomate qu'on va transformer en bonneterie. On va venir le voir pour une école qu'on va transformer en commissariat. Enfin voilà, enfin, tous les exemples, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un lieu de destination exact sur notre territoire. Et nous, le bureau d'accueil des tournages, notre boulot, en fait, c'est de lire, un petit peu savoir un peu lire un scénario et de l'interpréter en se disant, sur tous ces éléments qu'on a lus dans le scénario, on peut en trouver tant qui seront sur notre territoire départemental. Et si je ne l'ai pas, bah, j'appelle le collègue parce que peut-être que lui, il a ce qu'il faut à côté pour pouvoir le compléter. Donc voilà, bureau d'accueil des tournages, c'est un peu ça. Et peut-être la dernière chose qu'on peut rajouter, on a aussi un boulot un peu de VRP, un peu touristique, on va dire, dans l'idée, c'est-à-dire que notre boulot aussi, c'est d'aller dire auprès de la filière du cinéma, de l'audiovisuel, bah, on a les plus beaux décors et les meilleurs techniciens et les plus grands artistes de ceux que vous cherchez dans notre territoire. Voilà. Donc, déjà, il faut en être convaincu. Moi, j'en suis convaincu. Mais ensuite, il faut arriver à le transmettre auprès des gens qu'on va accueillir sur notre territoire pour qu'ils se disent, OK, je prends soit le risque, soit j'ai pas, c'est pas un risque parce que de toute façon, je vais vous donner un exemple. S'il y a quelqu'un qui veut faire un film sur Lascaux, ça va être difficile d'aller faire de Nord-Pas-de-Calais. C'est possible, mais pour les grottes, vaut mieux qu'ils viennent chez moi. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est déjà à moitié gagné le tournage. Mais quand Thomas vient nous voir en nous disant je veux construire le crash d'une navette spatiale, sur le papier, c'est pas gagné en Dordogne. Pourtant, c'est ce que tu vas faire. Voilà. Et donc la priorité pour un producteur qui va entrer en phase de recherche et qui va programmer son tournage, qu'est-ce qu'il va chercher lui en premier? À partir du moment où il va souhaiter tourner, bah, là, très clairement, nous, la question des milieux naturels nous intéresse, mais pas que. Parce que bah, le soir, faut loger aussi. Alors, nous, en production, donc on est dans une démarche de déplacer une grosse machine quelque part et d'avoir des sous pour le faire. Donc, on a des réflexions tout le temps sur où est-ce qu'on va trouver le plus d'éléments pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Depuis quelques années, les techniciens, les réalisateurs, tout le monde commence à réfléchir à comment travailler de manière plus vertueuse. Le film sur lequel je travaille, il devait se faire normalement à Sofia en Bulgarie, où ils ont recomposé tous les décors de New York, des grandes villes et tout, il y a des grandes forêts. Ça voulait dire déplacer toute une équipe française là-bas pour une main-d'œuvre moins chère, pour des décors. Et on a rencontré un VRP, comme il se présente si bien, voilà, que j'ai croisé et qui me dit, mais on aurait peut-être possibilité de discuter ensemble de décors que nous, on a en Dordogne. J'ai un nouveau studio qui est en train d'exister, dans lequel on peut fabriquer des choses. J'ai des décors naturels incroyables. Et ça fait forcément écho, parce que moi, je suis impliqué dans l'éco-production à plein de niveaux. Et donc, on s'est dit, ben, on pourrait réduire notre bilan d'avion, on pourrait réduire notre mouvement de toute une équipe, faire un truc plus vertueux. Et c'est là qu'on a commencé à discuter un peu de comment travailler dans des décors naturels. Donc, qui est pour nous l'opposé du studio, c'est-à-dire on s'appuie sur le réel et on compose avec ses spécificités. Et, euh, et quand on en est là, on rentre dans toute une démarche avec le bureau de tournage de comment on va pouvoir travailler, rencontrer les interlocuteurs pour toutes les autorisations ONF, toutes ces choses-là, tous les techniciens dont on a parlé qui sont locaux, parce qu'on va essayer de trouver des savoir-faire, l'excellence que chaque département, chaque région propose, bon, on va essayer de la rencontrer pour aussi travailler de manière plus vertueuse localement. Et on arrive sur un troisième point qui est travailler clairement sur le milieu naturel, qui va être une manière d'appréhender le vivant
et de le respecter. C'est-à-dire que on a tous en tête des documentaires ou des making-of où on voit des camions de déco décharger des décors de films dans des rivières en mode c'est une décharge naturelle. On a tous vu des décors après des films où tout le terrain est saccagé. On a tous vu des plages avec des gobelets, des machins. Ouais. Depuis quelque temps, on essaie tous de se dire comment on peut travailler dans le vivant en respectant le vivant. C'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir à chaque fois à comment le filmer, le magnifier, sans le détruire. Qui est un peu un problème du cinéma, c'est que on déplace beaucoup de camions, beaucoup d'équipes, beaucoup de matériel. Ça peut pas ne pas laisser de traces. Et depuis quelque temps, grâce au bureau d'accueil des tournages, grâce aux interlocuteurs qui nous présentent, on a un maximum d'informations sur tout un écosystème qui tourne autour de notre décor pour tourner au bon moment, en respectant des choses, et pour réduire beaucoup notre empreinte. Ça passe par le matériel. Donc on a déjà abordé ce sujet, mais les tailles des équipes, c'est un des premiers facteurs de destruction de l'environnement. Donc on va essayer de réfléchir à comment réduire nos tailles d'équipe et le temps d'occupation du sol. Donc, toute cette réflexion, je ne sais pas si vous voulez que je rentre plus dans les détails, mais c'est une vraie réflexion sur comment occuper l'espace sans le détruire. Ce qui était quand même un peu une des spécificités de notre métier, c'est le côté on filme quelque chose de beau, mais quand on est parti, c'est parfois un peu un champ de ruines. Donc voilà, c'est en voyant ça sur les premiers tournages que j'ai faits que j'ai eu envie, moi, de m'impliquer pour garder notre raison d'être, qui est de faire une œuvre d'art, mais d'essayer de la créer en ayant plus de respect pour tout ce qui nous entoure, pour qu'on ait une conscience un peu plus soulagée quand on est parti, de se dire on a fait des belles rencontres, on a fait des belles images, et on a aussi laissé un terrain aussi beau, voire plus. Enfin, on a fait ce qu'on a pu en tout cas pour que le terrain soit préservé au mieux possible et que d'autres équipes puissent venir après nous. C'est aussi là que le bureau d'accueil des tournages nous aide, c'est qu'on travaille dans la continuité avec des interlocuteurs qui sont là pour la durée, dans la durée. Donc on va toujours essayer de travailler avec eux pour qu'après notre départ, c'est pas Attila et Léa sont passés, c'est on a cette logique de laisser un territoire pour d'autres équipes, d'autres projets sur place. Oui, j'allais réagir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que nous, on a coutume de dire aux producteurs, aux productions, que lorsque vous partez, nous, on reste avec Laurent. Donc en fait, cette notion, elle est importante. Ça veut dire que si ça s'est mal passé, nous, on est là. Et je peux vous dire que les gens chez qui ça s'est mal passé, on va vite en entendre parler. Donc effectivement, on est extrêmement précautionneux sur la manière de pouvoir appréhender un lieu naturel ou un lieu, un château, parce que c'est pareil, il y a énormément de conditions à respecter quand on va dans des lieux historiques qui sont classés, qui sont normés, et pour lesquels on peut pas faire n'importe quoi. Ça arrive de temps en temps qu'on ait des demandes un peu farfelues de faire, je sais pas, un trou au milieu d'une dalle qui date du 15e siècle parce qu'on veut mettre la caméra en contre-plongée. Voilà, c'est le genre de choses qu'on pourrait avoir comme demande. Je l'ai eu, donc je peux, voilà. Mais c'est des choses qu'on peut pas faire même dans un site bâti. Donc effectivement, je pense que la notion que tu dis, la comparaison que tu fais avec Attila, elle est importante. C'est-à-dire qu'il faut que la production, lorsqu'elle vient, elle ait conscience qu'elle est sur un lieu qui ne nous appartient pas à nous, mais qui appartient à l'ensemble, pour mon territoire, qui appartient à l'ensemble des Périgourdins, dont ils sont très fiers, et qui fait la renommée de notre territoire rural, c'est-à-dire des lieux naturels, des rivières magnifiques, des espaces archéologiques importants, des monuments historiques classés, il y en a énormément, et c'est ce qui fait que ça apporte de l'attrait pour venir visiter notre département. Donc, il faut que les productions, lorsqu'elles viennent les mettre en lumière, elles aient aussi conscience du fait qu'elles passent sur un endroit où l'humain y est, il vit à l'année, et dont il veut que ils s'en vont, ils le laissent dans le même état qu'il l'avait trouvé en arrivant. Donc, ça crée énormément de conditions. Thierry, je voulais qu'on puisse montrer. Alors, Ah oui. juste avant la bande-annonce, enfin, elle dure un peu longtemps. Donc, je me suis demandé si on pouvait regarder peut-être les 5 premières minutes. Mais auparavant, avant de lancer ce pilote, je voulais montrer des photos de décors Oui. qui ont été tournées à l'occasion du projet Ah oui, Moi, moi, oui. cette série, Mm. qui est un peu une série exemple hein, pour Oui, toi. oui. Est-ce que tu peux montrer pourquoi tu te retrouves à faire ce genre de photos? Alors, ouais. Alors, en fait, voyez,
il y a une petite erreur. C'est pas moi, c'est Mission, ça. Mais c'est pas très grave. C'est la même société de production. Sauf que là, ça, c'est un film de science-fiction. Donc, on a cette particularité en Dordogne. Personne ne l'imagine, mais les films SF doivent venir tourner chez nous. Ça, c'était sur une planète végétalisée, extrêmement végétalisée, et dans laquelle il y avait voilà, des extraterrestres qui vivaient. Donc bah là, on a eu une. Alors d'abord, comme vous pouvez le voir, c'est l'utilisation de bois du coin dans un milieu dans lequel ils ont absolument respecté, sans toucher du tout à l'espace arboré, c'est-à-dire ils ont construit les cabanes dans des endroits sans piétiner les plantes. Tout le matériel a été acheminé, c'est au fin fond d'un creux d'une vallée, par un système de poulies pour que personne ne marche et que le matériel ne touche pas le sol et ne ravine pas le sol. Et on a embauché pour ça une société, enfin pas une société, une association de compagnons menuisiers qui s'appelle, ça va me revenir, euh, qui sont spécialisés dans l'utilisation que du réemploi du bois. Donc voilà, vous pouvez le voir. Donc après, tout a été enlevé derrière, mais ils se sont mis, en fait, nous, on a subi la tempête de 1999 très fortement en Dordogne. Il y a eu énormément été touchés où les arbres sont tombés. Ensuite, le bois a été fait, puisque c'était du bois mort, on l'a enlevé. Et ça laisse comme ça des espaces un petit peu libres. Mais vous pouvez voir, par exemple, dans la toiture, on voit les troncs qui dépassent. Donc, on a tenu compte du fait que, ben voilà, on ne touchait pas à la végétation, on pouvait se mettre autour, mais on n'y touchait pas. Voilà, donc ça, c'était un exemple particulier. Avec ce film, on a eu d'autres soucis. C'est qu'il tournait dans une rivière dans laquelle il y avait... ouais, voilà. Alors ça, c'était un autre film. Pour le coup, c'était moi. Moi, ça se passe à la préhistoire. Donc là, on est plus dans notre domaine de prédilection en Dordogne. Et c'est une tribu, ils sont cons comme des balais. Il y en a qu'un, et il s'appelle Moa. Lui, il est moins con que le reste de la tribu. Et il s'est rendu compte que s'il passe avec une poutre la rivière et qu'il va de l'autre côté, il peut tuer des bisons. C'est les autres, ils les voient juste, mais ils n'arrivent pas à comprendre comment ils pourraient aller les tuer pour les bouffer. Et lui, il se dit, mais avec un truc, en mettant un morceau de bois sur la rivière, on pourrait passer, on pourrait y aller. Donc ça, c'est la fiction, c'est le scénario. Et quand on veut le mettre en place, bah, il faut mettre un arbre pour faire le passage. Or, nous sommes sur un endroit de nidification important de poissons endémiques, de poissons endémiques de la rivière de l'Auvézère, qui passe chez toi d'ailleurs, qui part de chez toi. Et les propriétaires nous disent, mais il n'est pas question de toucher à ça. C'est-à-dire, vous ne déplacez pas une pierre, vous ne mettez pas un pied dans la rivière. Donc là, il a fallu inventer un système de poulies, là encore, pour faire passer des acrobates, quoi. Enfin, des gars qui aillent accrocher. Bien sûr, ne pas faire d'accroche réelle sur les falaises, parce qu'il ne fallait pas impacter la pierre. Et pour ceux qui allaient sur le bord de la rivière, sur le lit, mais pas au milieu, il fallait changer de botte pour pas polluer avec la terre sur laquelle vous aviez marché en descendant dans la rivière. Donc pour nous, ça a été un très bon exercice de prise en considération d'un tournage qui soit le plus éco-vertueux, je dirais, possible, ne pas impacter et surtout pour que la communauté vivant autour de ce lieu de décor accepte qu'il y ait 50 personnes qui viennent dans ce coin-là faire un tournage un peu loufoque. Quentin Vincent, est-ce qu'on peut regarder donc le pilote Just After Dawn et Thierry, est-ce que tu peux nous donner des Thomas, est-ce que tu peux nous pitcher le film rapidement avant qu'on regarde l'extrait? Donc le film commence avec des astronautes qui sont donc très très loin dans le ciel et qui ont perdu contact avec leur base sur Terre et s'inquiétant vont organiser une opération de retour sur Terre express, mais après une trentaine de jours. Et donc on va vivre dans le pilote qui a été fait un crash et une arrivée dans une grande ville américaine. Et dans cette grande ville américaine, il n'y a plus personne. Et il y a un son qui tous les matins retentit et qui hypnotise un peu des gens qui sont parmi les seuls survivants. Et ils vont devoir comprendre ce qui se passe et traverser les grands territoires vierges américains pour arriver à comprendre comment survivre à ce qui est en train de se passer sur Terre. Ce qui est toujours intéressant, c'est tout ce que ça amène comme problématique artistique tourné dans ces grands espaces. Et le teaser que vous allez voir, il a été tourné à Lyon et à Genève. Et on a l'impression d'être à New York. Tout à l'heure, Thierry a dit oh, une grotte de Lascaux, ils vont venir chez moi. Je dirais non, hein, je vais aller là où on me propose de venir le faire dans de bonnes conditions. Et, et je reconstituerai ce qu'il faut que je reconstitue parce que mon métier, c'est de tout tricher. Donc, la grotte de Lascaux, je sais que j'aurais pas le droit d'y travailler.
Donc, on va faire comme ils ont fait à la grotte Cosquer à Marseille, on va la reconstituer pour pouvoir mettre des caméras et creuser les murs. Et on a besoin de modifier le vivant en permanence. Donc, on va toujours aller là où on peut tricher. Effectivement, on préfère en théorie aller là où c'est le plus authentique parce qu'on se nourrit d'un décor. C'est-à-dire qu'on va pas tourner dans la vraie grotte de Lascaux, mais d'être sur la terre où la grotte de Lascaux a existé, où elle a été présente, ça nourrit toute l'équipe. En termes de poésie, je trouve que toute l'équipe, elle rentre dans un projet différemment quand elle s'ancre dans une réalité, qu'elle s'en approche. Et quand après la déco travaille, elle va reconstituer en étant à proximité d'un site qui raconte quelque chose d'authentique. Donc voilà. Donc effectivement, on va toujours se rapprocher au maximum, mais après, on va là où on peut produire. Et son anecdote était incroyable parce que c'est ce que je vis dans les décors 100% Natura 2000 ou autres, où on a toujours des problématiques techniques qui sont sur le papier, ça fait tout le monde en position latérale de sécurité, comme on dit, hein, dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on se dit, là, mais comment je vais faire passer mon truc là-dedans? Et ce qui est magnifique dans nos métiers, c'est que c'est plein de petites entités créatives et que la contrainte crée la créativité et qu'on croit toujours que chaque fois qu'on nous met une contrainte, on a stoppé un projet. Et en fait, non, le cinéma est créatif. Et on a quelqu'un qui arrive et qui dit, ben, si on mettait une poulie là-haut et qu'on faisait passer un bras de machin, on va peut-être réussir à faire le truc. Et on a toujours quelqu'un qui arrive et qui nous dit, ah bah non, bah là, il y a tel oiseau qui est là-bas, qui a son nid depuis 2 semaines, vous ne devez plus tourner pendant 3 semaines. Et nous, l'horloge tourne, le compte en banque se vide, donc il faut avancer. Et ben, il y a toujours quelqu'un de créatif qui vient nous dire comment on va pouvoir faire cohabiter ce petit nid d'oiseau et notre tournage de 50 ours polaires qui sont en train de traverser le terrain et ça marche. En fait, c'est ça qui est assez beau et ça fait des très belles anecdotes et je trouve ça précieux. Et donc, bon, je vous laisse regarder Just After Dawn, le crash. Eco 2, Eco 1. James, do you copy? Lieutenant McAllister, do you copy? Captain, I got them. About 400 meters. Shields are damaged, but still holding. We're ready for re-entry. James, put your beacon on. Keep our ships. Falling back. Captain, our trajectory has shifted by 45 degrees. We are way short of the landing ellipse. I'm no Ava. Our altitude trigger disabled. Velocity control disabled. Crap. Get ready for manual shoot deploy. And I'm ready for rock and roll. It'll be rough, falling tight. 3, 2, 1, mark. We're still dropping too fast. Keeper, We might have the flagging main chute. Ava, I need you to activate the Ratchet rockets. Ah! Ava! Ava, look at me. Look at me. I need you to activate the Ratchet rocket. You can do it. Look at me. Breathe in. Breathe out. Come down. Breathe in. Out. You know that you can do it. Activate the Ratchet rocket. Now. Get them in, Ava! Press the button! Warning. Warning. Activated! Warning. This is James. Do you copy?
on. Strange things happening here. We need to hide. I repeat, we need to hide. Please respond. Kiefer? Kiefer! 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 Are you okay, Eva? I'm stuck! Shit. Kiefer, wake up! Come Are you on! there, Kiefer? Kiefer, Kiefer! Good. come on! Are you okay? Are you okay? Are you okay, Kiefer? I'm fine. Shit. Kiefer. What is this? Come on, stand up. Where are we? We crashed in the building. I expected it differently. Looks like a A reception. Let's leave our helmets on. At least for now. I hope the others had a better landing. Hey, I've got their beacon signal. It's weak, but it's there. So they should be in close proximity. We need to find them. I have a bad feeling about this. My God. Alors, je tiens à préciser qu'un pilote, c'est un test. C'est comme un court-métrage qui permet à un réalisateur de montrer l'univers dans lequel il veut faire son film. Donc ça, c'est fait avec, on va dire, 10 000 euros à peu près, ce qui, à l'échelle d'un film comme ça, qui va coûter des millions. C'est donc, c'est une manière de présenter une intention de mise en scène. Donc là, on voit les références à Spielberg, à tous ces univers qui le fascinent. Et on vous doute bien que pour cette enveloppe-là, il n'a pas fait voler un vrai vaisseau spatial dans le ciel, qu'il n'est pas atterri à New York, et voilà, et qu'il n'avait pas les moyens de se payer un squelette de dinosaure. Donc il était dans des décors réels, et à chaque fois, en respectant ce décor naturel, il a pu avoir l'autorisation de tourner à côté de squelettes de dinosaures avec une équipe technique. Voilà, mais c'était juste pour vous dire que c'est vraiment un travail expérimental, un petit peu. C'est pour vraiment présenter une intention. Voilà. Maquette. Et donc la suite du film se déroule pour le coup en nature. Et c'est là donc intervient le rôle de Thierry et de Laurent qui t'accueillent. Voilà, parce que donc nous, après, il y a une quête où ils doivent retrouver l'autre équipage et comprendre ce qui se passe. Et quand on a rencontré Thierry puis Laurent, l'idée, c'était d'imaginer comment on pourrait représenter cet univers. Alors, le distributeur OCS, le diffuseur télévision, voulait que ce soit ancré aux États-Unis parce que le public est très réceptif à l'imaginaire nord-américain pour la science-fiction. Donc, on a besoin de trouver des décors qui puissent inspirer un spectateur d'avoir l'impression d'être là-bas. Et c'est notre VRP de luxe qui nous a dit, mais moi, venez voir ce que j'ai. Et effectivement, on a trouvé des paysages incroyables. La rivière dont tu parlais tout à l'heure, où il y a les petits poissons, où il y a des décors complètement sauvages.
et qui pourrait tout à fait nous rappeler les grands espaces qu'on voit dans les grands territoires américains souvent. Et puis on cherchait des villes un peu abandonnées pour avoir cette ambiance, pour trouver des solutions. Après, on voulait des grandes forêts de sapins. Là, on s'est dit, les sapins, c'est moins chez toi. On est allé chez Laurent, on cherchait des barrages hydrauliques pour avoir des sensations de grotte et tout. C'est encore chez toi qu'on a trouvé ça. En fait, le territoire, il est riche de plein de solutions et il faut juste avoir les bons interlocuteurs pour accélérer les choses. Un bureau d'accueil et tournage, pour nous, c'est des dizaines de repéreurs en une personne. C'est-à-dire qu'ils ont une connaissance des infrastructures du réseau local énorme. Même quand ils n'ont pas, ils savent à qui aller poser la question. Et nous, quand on est sur des petits projets où on est perdu parce qu'on cherche quelque chose qui est à la fois qu'on peut trouver partout et nulle part à la fois, ben, ça nous a vraiment aidé à trouver plein d'options pour ancrer le tournage. Et après, quand on arrive à tourner en milieu naturel, ça amène un problème qui est plus lourd. Donc, on en a parlé déjà un petit peu, mais c'est de l'éco-responsabilité. Et comment on va avoir un pacte moral, c'est-à-dire que Fanny et Thierry, puis Laurent, ont tous dit leur attachement à la notion d'éco-production, donc d'éco-responsabilité, c'est-à-dire que ils ouvrent leur territoire au tournage, mais ils aimeraient bien qu'on respecte cet environnement pour que ce soit un terrain de jeu pour tout le monde. On en a vraiment parlé, mais j'insiste là-dessus parce que ça a été un des éléments fondateurs du pacte moral qu'on a signé ensemble, c'est comment euh, faire même une étude à travers notre film qui va être beaucoup naturel pour pouvoir accompagner les études qui sont déjà faites et réfléchir tous ensemble à comment on va s'ancrer là-dedans. C'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Parce que en production, donc moi je suis le directeur de production, donc comme tu disais tout à l'heure, je suis le patron de l'argent, on va dire. Mais un film, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'argent, le producteur, et un réalisateur qui a une idée en tête d'un produit qui veut, enfin d'un rêve artistique qui veut fabriquer. Et ça donne énormément d'envie de tous les côtés pour que ça se passe bien, mais c'est toujours difficile de consolider tout ce petit monde. Et si l'un des trois maillons, c'est-à-dire l'argent, celui qui gère l'argent et le réalisateur, n'est pas en accord sur un point, ça finit toujours mal pendant le tournage. Donc là, la priorité qu'on a, nous, c'est que ce trio soit d'accord sur le fait qu'on va travailler en milieu naturel et que ça impose des règles de respect et cette envie. Donc Futuricon, on en a parlé, minuscule, pour ceux qui l'ont vu, c'est une ode à la nature, c'est un voyage dans le monde des petites créatures. C'est ce que vous faites à l'IFCAM en version dessin animé, mais c'est cette fascination pour le petit réel. Et Olivier, là, on voit la partie fascination des films américains, donc c'est le côté catastrophe, mais derrière, c'est un passionné de l'écologie dans d'autres univers, et quand il a adhéré immédiatement à l'idée de se dire qu'on allait travailler avec cette réflexion-là. Ça, c'est l'étape 1 pour que je puisse tenir mon engagement moral avec Thierry puis Laurent. L'étape 2, ça a été de composer une équipe de gens qui aient aussi envie d'adhérer à ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas lutter tout le temps contre des forces techniques. Les techniciens, ils ont aussi besoin de livrer dans des délais courts des images. Et donc, on est obligé de les faire adhérer au projet. Donc, moi, je m'appuie beaucoup sur le CST à Paris qui forme les gens à l'éco-production. Donc, je cherche des profils de techniciens en général. Et en région, on en a trouvé aussi, puisqu'on en a parlé avec Thierry, de trouver des gens qui aient fait ces formations pour qu'ils aient au moins une sensibilité et rentre à ce moment-là un projet qui est celui de transmettre aux autres départements l'envie de travailler avec ça. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui travaillent en éco-production de manière un peu greenwashing, et on voit que en fait, ben, les électros, ils foutent la gélatine pas dans les poubelles de la prod pour que ça se voit pas. L'autre, il va mettre ses poubelles ailleurs pour que ça se voit pas. Enfin bref, on sait faire remplir des chiffres quand on a envie de le faire. Tout le monde sait trafiquer des informations. Par contre, faire adhérer toute une équipe à un projet, c'est vraiment plus intéressant. Le premier film que j'ai fait labelliser EcoProd, on avait réussi à emmener toute une équipe dessus. Et ça, ils étaient tous même intéressés de savoir si on avait eu la labellisation. Ça veut dire qu'en fait, on peut créer, dans un univers artistique comme le nôtre, qui est industriel, un projet collectif d'éco-responsabilité. Ça a été un des challenges que j'ai trouvé passionnant à faire. Nous, on travaille beaucoup avec l'Étoile Verte, qui est un collectif de techniciens, par exemple, où tout le monde est tout le temps en train de partager son vécu éco-responsable. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier un comportement sur un plateau? Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier un rapport à une consommation de viande, d'eau, de plein de choses? Et donc, comment on peut garder en tête qu'on fabrique une œuvre, mais en le faisant de manière plus responsable pour l'environnement? Donc, c'est assez intéressant, en tout cas, comme démarche, je trouve, à mon niveau. Donc ça va prendre du temps, mais je crois beaucoup à ce qui a été dit ce matin. Il y a une petite lame de fond qui monte, il y a une envie forte de participer à ça. Il y a plein de manières de le vivre. Il y en a qui le font avec un côté un peu police, on contrôle, on flic,
Voilà, c'est une méthode pour faire bouger les mentalités. Il y a une autre partie des gens, comme le CST et tout, qui travaillent sur la formation, la transmission d'un savoir, pour que les gens prennent en main leur destinée sur leur façon de vivre l'écologie sur un plateau de tournage. Ça peut paraître tellement contradictoire, écologie, tournage d'un film. Enfin, ça pourrait, et ben en fait, ça l'est pas tant que ça, et on peut trouver des passerelles. Et donc notre but, moi mon but en tant que patron de l'argent, c'est de trouver toutes ces passerelles pour que l'œuvre d'art soit respectée dans son envie, son intention de départ, mais en le faisant mieux. Voilà, et le bureau technique des tournages, c'est pour ça que je reviens vraiment vers eux là-dessus, parce qu'ils sont moteurs en affichant la couleur très tôt de leur intention de bâtir des projets dans leur territoire avec cette intention-là. Ils nous ouvrent les portes de leur région et de leurs techniciens et de leurs contacts locaux. Et nous, on tient en face l'engagement d'essayer de respecter ce travail de terrain quotidien qu'ils font. Ils le font de manière, c'est un service public, donc c'est vraiment un cadeau qui est fait aux productions de films. Ça s'adresse aussi à l'IFCAM parce que demain, quand vous allez chercher des décors, des informations sur les animaux, sur plein d'informations, en fait, c'est un accélérateur de préparation de projet. C'est-à-dire que c'est vraiment ça que je trouve passionnant, quoi. Et d'ailleurs, c'était l'évolution là de mes prochaines questions. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la production la plus éloignée de ce que nous, on travaille ici sur le doc animalier. Voilà. Pas l'intricrisme, mais l'opposé, on va dire. Et évidemment, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans le milieu de la fiction, avec des grosses équipes, vous vous interrogez sur les questions d'éco-production, a fortiori lorsque vous tournez dans les milieux naturels. Mais les bureaux de tournage peuvent aussi renseigner et accompagner des productions beaucoup plus petites. Et tout l'enjeu de votre présence ici aussi, c'est de, pour nous, comprendre en quoi un bureau de tournage peut accompagner un documentaire, qui soit animalier ou pas, et comment pour, par exemple, des jeunes réalisateurs, des jeunes producteurs qui commencent à monter un projet, comment ils vont pouvoir, quelles ressources, c'est-à-dire au tout début d'un parcours professionnel, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver chez vous? Et Laurence, tu peux nous en dire deux mots? Bon, je vais essayer. De toute façon, effectivement, Thierry a déjà pas mal expliqué le fonctionnement d'un bureau d'accueil de Et puis on a tournage. l'impression qu'il faut avoir une très grosse machine pour Non, venir vous voir. non. Notre but, en fait, on va retenir le mot accueil. Je crois que ça va être vraiment l'ADN premier, l'accueil. L'accueil, il est là pour toutes les équipes, à tout niveau, effectivement, des grandes, des petites, des films étudiants, des courts-métrages. Et on reçoit tous les jours tout type, effectivement, de projet. Et essaie de maintenir le même service, le même accompagnement. Pour revenir effectivement sur ce que disait Thierry, ce qui nous importe, parce que déjà, si on travaille sur ces territoires, c'est parce qu'on les aime, donc parce qu'on les parcourt en long, en large, on rencontre les gens qui sont sur place. Donc on a vraiment la nécessité de les conserver en état et aussi pour les transmettre aux autres productions, aux techniciens, plus généralement à tous ceux qui viendront faire des tournages et plus largement à nos enfants dans le meilleur état possible. Et quand on parle effectivement de griller un décor, et le terme qu'on utilise, hein, griller, brûler un décor, c'est un terme fort. C'est-à-dire que c'est un endroit où on ne pourra plus venir tourner. Parce que la production, parce que pour plein de raisons, sera passé quelque chose. Et sur le décor naturel, je pense qu'il y a un mot qui peut être un peu galvaudé, c'est il faut se montrer résilient. C'est souvent le décor qui va vous donner un peu la tonalité. Et c'est sur cette partie-là où nous, on va essayer d'accompagner, de faire comprendre décors naturels, tout autant la nature, les décors effectivement de forêt, de bois, que des bâtiments pour des problèmes effectivement archéologiques, de conservation. Et c'est aussi à nous de faire cette pédagogie auprès des productions, comme auprès des personnes, et de les mettre en relation. Je pense qu'on a dans les différentes recherches qu'on a pu mener pour effectivement le projet d'Olivier, ça a été à un moment donné cette recherche de pierre, de ce rocher sombre. Il se trouve que le territoire limousin, on est plutôt granitique, donc on n'a pas trop de roches forcément sombres pour un lieu de crash. Donc je me suis mis en quête de trouver ces roches. Donc j'ai découvert qu'on avait des affleurements de serpentine vers le sud. C'est une roche, effectivement, elle s'appelle comme ça parce qu'on dirait un petit peu des serpents. Alors, c'est sympa parce qu'on apprend plein de trucs en plus en géologie. Et on a été voir, c'est une zone effectivement Natura 2000, pardon, qui est protégée pour plein de raisons, végétaux, animales. Et on est rentré en relation tout simplement avec les conservateurs du site, qui sont des véritables alliés parce que ils sont jamais contre accueillir un tournage en soi. Personne ne m'a mis une levée de bouclier
Au contraire, parce qu'ils aiment leur métier, ils aiment le montrer, ils aiment montrer ces décors. Et donc là, on a discuté de ce qu'on allait faire. Et donc un crash, ça veut dire aussi une longue tranchée, possiblement. Donc on peut imaginer qu'effectivement, on parle de ça. Et en fait, on s'aperçoit rapidement que quand on arrive et qu'on discute de ça, la personne qui est en face et qui conserve ce site naturel pour faire que toutes les espèces continuent de vivre, en fait, va pas dire, oh, ça va pas être possible. Il dit, alors, oui, ça va être compliqué. Néanmoins, selon les saisons et les époques, nous, on effectue des drainages. Donc, il faudrait juste qu'on réfléchisse à l'endroit. C'est pas impossible, il faut voir la taille. Et d'un seul coup, on rentre dans une conversation, ce qui fait qu'on peut, nous, faire ce travail et proposer ensuite au réalisateur, si ce n'est déjà des solutions, mais en tout cas, dire, voilà, ce décor, s'il t'intéresse, on peut faire ça, mais pas ça. Il y aura des vraies barrières, mais par contre, on peut vous accompagner pour peut-être essayer d'aller au bout du projet. Peut-être que, à nous deux, on va faire un peu preuve de résilience, que ça va pas être exactement ce que tu souhaitais, mais que malgré tout, le décor est intéressant et qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, je sais pas si j'ai fait un petit peu Ben, le tour, moi, mais ce qui m'intéresse d'évoquer peut-être avec Thierry, c'est la question de l'accompagnement d'un projet au niveau de la préparation, mais aussi de la suite, en fait. C'est ce qui, je trouvais très, très fort si tu peux raconter, par exemple, l'histoire récente avec Manon et Pierre. Par exemple, qui sont deux étudiants issus de l'IFCAM cette Alors, année. oui, peut-être qu'une des autres missions il faut que vous ayez en tête, et là je m'adresse aux étudiants de l'IFCAM et aux anciens étudiants de l'IFCAM, en particulier d'ailleurs, le boulot qu'on fait avec Laurent, en fait, c'est un boulot de détection. Notre boulot, il s'arrête pas simplement à attendre que les producteurs qui font des films de science-fiction viennent nous voir, il faut qu'on travaille le futur. Nous sommes sur des territoires ruraux. Vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes, vous, originaire de territoires ruraux, qui se dépeuplent. Nous avons de plus en plus de personnes qui ont les cheveux de la couleur des miens et de moins en moins de la couleur des vôtres. Et ça nous pose un vrai problème parce que économiquement et socialement, ça pose des soucis dans nos territoires. Parce que s'il n'y a pas de jeunesse, eh ben, ça se dépeuple et il n'y a pas d'économie derrière et il y a des commerces qui ferment, les boulangers qui disparaissent et il n'y a plus d'enfants dans les écoles. Nous, on perd des enfants chaque année, on perd des enfants dans les écoles primaires en Dordogne. C'est un vrai drame. Ça veut dire que le territoire rural se dépeuple. Alors, au niveau des personnes âgées, on est au taquet. Je crois qu'on est même champion d'Europe sur la moyenne d'âge dans un village de Dordogne. Donc là-dessus, on est champion du monde. Mais sur votre génération, là, on a une vraie problématique. Alors, si je pose ça comme ça, c'est pour dire que mon boulot, ma quête, mon espoir, c'est d'aller vous détecter. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je m'adresse aux bons. Donc, les écoles qui forment des gens de qualité, bien entendu, vous avez bien compris qu'on travaille dans un milieu euh, où on va dire c'est difficile d'y rentrer, c'est difficile d'y faire une carrière, c'est difficile d'y rester sur le temps. Que vous soyez technicien, artiste, réalisateur, hein. Quel que soit votre poste, c'est difficile parce que la place est chère, donc elle est énormément disputée. Néanmoins, il y a toujours des gens qui vont arriver et qui vont sans doute être meilleurs que ceux qui sont en place en ce moment et qui font des films et qui vont surtout avoir des idées différentes. Mon boulot, moi je travaille dans une structure associative où on prend les gamins de la maternelle, ça s'appelle maternelle et cinéma. Ensuite, il y a école et cinéma. On les suit, en fait, on les met dans une salle de cinéma dès la maternelle, tout de suite, dans une salle de cinéma. C'est le biberon. Ensuite, école de cinéma, on fait pareil. Collège et cinéma, on fait pareil. Lycéens et apprentis, on fait ça avec l'agence Alca, c'est pareil. Et ensuite, on les suit sur les options ciné. Et puis après, ils se barrent parce qu'en fait, il n'y a pas d'école supérieure de cinéma en Dordogne. Donc, de toute façon, s'ils veulent faire du cinéma, ils partent. Et bah, il y en a qui viennent ici. Donc mon boulot, ça serait une faute professionnelle si je venais pas, si je t'appelais pas, pour que tu me dises, bon, c'est qui les minots de la Dordogne que tu as en ce moment? Parce que si je fais pas ce boulot, j'ai pas fait mon boulot. Je fais exactement la même chose à Bordeaux, hein. Je fais la même chose à Troisillette, je fais la même chose à Magélis, je fais la même chose partout. C'est-à-dire que je vais leur dire, il y a un Périgourdin qui vaut la peine dans ton équipe là? Oui, alors ok, tu me l'envoies, tu me donnes son numéro de téléphone, je l'appelle. Pierre, hein, ça a été le cas. Et donc mon boulot après, c'est de lui dire, moi je sais d'où tu viens. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu y restes, hein, mais moi je sais d'où tu viens. Donc, comme le début, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la partie, la seule chose que je pourrais faire pour toi, c'est te mettre en relation avec les autres. Parce qu'il y en a qui existent sur mon territoire, et mon boulot, ça va être de faire en sorte que tu puisses rencontrer potentiellement des gens sur ton territoire qui sont peut-être dans la partie, par exemple dans le documentaire. Donc, j'organise des journées documentaires où je fais présenter
les jeunes émergents, les projets sur lesquels ils sont, ou ceux qui sont en cours de financement avec la région accompagnée par ALCA, par exemple, puisque il y a tout un système économique qui marche pour valoriser les tournages de films. Il y avait un collègue qui est tout à l'heure qui était là, qui s'occupe du fonds de soutien du documentaire. C'est la personne qu'il faut absolument que vous chopiez hein, avant qu'il s'en aille. Hein. Il s'appelle Guillaume Ménesplier, chopez-le avant qu'il s'en aille. Hein. Parce que lui, il s'occupe du fonds de soutien du documentaire. Donc, il sait absolument tout ce qui se passe. Voilà. Il est là en ce moment. On va balancer la photo. Il le rencontre en Mais fin d'année. notre boulot, c'est ça, c'est de se mettre en quête des futurs talents, tout simplement. Parce que on vient tous d'un territoire au départ. On n'est pas tous quand même parisiens. Il y en a beaucoup qui partent d'ici, qui vont aller faire carrière à Paris. Mais il y en a beaucoup qui se souviennent d'où ils viennent. Et à cet endroit précis, celui où vous sortez de l'école, vous commencez à faire vos premiers films, c'est là où c'est le plus difficile. C'est là où vous avez besoin le plus, à mon avis, de liens, de réseau, parce qu'on travaille sur du réseau. Donc mon boulot, je l'ai fait encore tout à l'heure à table, Thomas peut en témoigner, je lui ai vendu une technicienne de mon département. Et je t'envoyais immédiatement son numéro de téléphone dans la minute. Voilà, parce que mon boulot, c'est de dire, il y a des jeunes sur le territoire qui valent la peine, il faut absolument les mettre en relation avec ceux qui potentiellement vont pouvoir les embaucher. Donc vous êtes sur un secteur particulier qui est on va dire le documentaire animalier, mais rien ne vous empêche dans votre carrière de faire d'autres films. Peut-être qu'un jour, vous serez celui qui fera la fiction et qui fera des entrées en salle de cinéma. Il se trouve qu'en fait, je suis l'exploitant de salle de cinéma. Donc autant vous dire que vos films, j'ai bien envie qu'ils fassent des entrées, parce que s'ils font des entrées, ça veut dire que ma salle de cinéma, elle gagne de l'argent. Hein, c'est quand même un système vertueux, le cinéma, c'est qu'il faut vendre des tickets de cinéma pour que les jeunes puissent faire des films. Je ne sais pas si tu leur expliques ça à un moment donné dans leur formation, mais c'est unique au monde. La France, c'est un système unique au monde. C'est pour ça que les Américains nous détestent. Mais à chaque fois qu'il y a un Walt Disney qui fait des grosses entrées en France, c'est vous qui allez en profiter plus tard avec un système de compte de soutien qui vous permettra de faire votre premier film. Donc, allez voir les films américains pour pouvoir faire vos premiers films. C'est comme ça que ça marche en France. Mais c'est le seul pays. Bah oui, mais les Français, on va les voir. Mais je veux dire, ceux qui font des entrées, beaucoup d'entrées, après, en ce moment, il y a un petit truc en plus, on adore. Hein. Mais voilà, mais c'est ça le principe même. Donc, mon boulot, c'est d'être sur un territoire, mon territoire, connaître les talents, surtout ne pas les rater. Si j'en rate un, j'ai raté mon boulot. Mon boulot, c'est ça, c'est d'être à l'affût de ceux qui potentiellement peuvent faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire carrière, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on les a repérés et on aura peut-être donné pas grand-chose, mais quelques moyens, quelques adresses, quelques noms pour qu'il commence à faire son film ou son deuxième ou éventuellement autre chose. Merci. Laurent, est-ce que tu peux revenir aussi sur les conseils dont on avait un peu évoqué pendant la préparation, c'est-à-dire comment aussi à un moment donné, un bureau de tournage peut échanger avec un réalisateur, un producteur, a fortiori quelqu'un qui démarre, et vous pouvez être aussi des conseillers et pré-conseiller juridique, on va dire. Hein. Vous n'êtes pas avocat, mais vous allez pouvoir alerter sur certains sujets, par exemple sur les autorisations de tournage, sur la question par exemple du tournage avec des enfants. Et même si on ne fait pas un documentaire de fiction, on peut être amené à filmer dans une classe, à filmer des enfants. Donc il y a tout aussi un travail de veille légale, en tout cas de conseil que vous apportez. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, effectivement, on est là pour accompagner à tout niveau. Donc, comme le disait effectivement Thierry là-dessus, et encore une fois, on ouvre notre porte et on vous dit, hein, vous êtes les bienvenus, justement parce que les débuts sont pas faciles et que vous n'avez pas forcément, forcément tous les renseignements, toutes les armes pour travailler sur cet aspect administratif. Les autorisations de tournage, on n'y pense pas forcément. Elles vont s'établir sur pas mal d'espaces. Vous tournez sur un espace ONF, s'il y a des démarches particulières à faire. Vous voulez tourner effectivement avec dans une classe. Les enfants, c'est particulier, c'est des dépôts. Là-dessus, on peut vous accompagner. Il y a des cas législatifs qu'on connaît, il y a des habitudes qu'on connaît. Et encore une fois, vous gagnez du temps en venant nous voir. Des fois, vous y pensez pas. Ça nous permet de discuter avec vous et de vous dire attention. Là, vous pouvez pas le faire comme ça à ce niveau-là. Il va falloir que vous ayez des autorisations, il va falloir que vous preniez des garanties, il vous faut un peu de secours pour tel ou tel moment, voilà, il va falloir avoir un minimum de sécurité parce que d'abord, c'est votre sécurité, la sécurité du film, la sécurité des gens avec qui vous travaillez. Et ça a une énorme importance de ne pas vous mettre en danger, et ou en tout cas de vous garantir que s'il arrive quoi que ce soit, vous ayez les bonnes garanties aussi, que ce soit matériel ou humaine. Donc cette partie-là, autour d'une conversation, on peut arriver à détecter, ça nous est arrivé plusieurs fois, hein, des personnes qui viennent nous voir et nous exposent leur projet, et en fait on détecte au milieu de tout ça un léger souci parce que
il a pas forcément, ou elle a pas forcément appréhendé un endroit où, bah oui, ça paraît naturel, je vais filmer ça, il n'y a pas de souci. Vous savez que filmer un simple graphe dans une rue, c'est sujet à une demande à retrouver l'artiste qui l'a peint et à lui demander l'autorisation qu'il apparaît dans son film. Aujourd'hui, quand je dis simple graphe, attention, parce que justement, on a tendance à imaginer que derrière, il n'y a pas d'artiste, il n'y a rien, mais s'il y a quelqu'un, il est possible qu'ensuite, cette personne revienne vers vous et vous fasse, oui, mais non, en fait, vous ne m'avez pas demandé d'autorisation, j'ai un droit là-dessus. Donc, tout ça, en fait, ça a son visage et on peut discuter là-dessus et on peut vous accompagner là-dessus pour mettre le doigt, pour mettre en relation avec les organismes qui s'occupent de ça et en plus de ça, vous aurez gagné certainement un café ou un thé en même temps, donc ça mange pas de pain, quoi, hein, c'est voilà. Merci beaucoup. J'espère que voilà le message, la présentation de ce qu'est un bureau de tournage et de l'aide qu'il peut apporter à tout niveau de préparation en fait d'un tournage, que ce soit en amont de l'écriture, après et même pour la diffusion, puisque finalement vous êtes aussi des relais vers par exemple les cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine qui vont possiblement pouvoir faire tourner les films si les films leur plaisent. Mais pour que les films plaisent au réseau Cina, il faut que le réseau Cina ait vu les films. Et donc, ça veut dire que c'est en fait un tissu régional hyper intéressant et que c'est peut-être par un premier réseau régional que vous allez débuter votre film. Et donc, en fait, même a fortiori, quand on fait un petit documentaire animalier où il n'y a que des animaux dedans, il va bien falloir qu'il soit montré. Et donc, vous pouvez être, en tout cas, des personnes conseils pour cette dimension-là aussi. Et moi, je trouve très, très heureux de pouvoir imaginer que ici, en Nouvelle-Aquitaine, alors juste autour des Deux-Sèvres, hein, peut-être pas en Deux-Sèvres même, mais nos étudiants et nos futurs professionnels vont pouvoir se dire à un moment donné, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin de discuter avec quelqu'un et qui peut venir vous trouver. Voilà. Avant de conclure. Avant que tu conclues, oui, on peut vous trouver, enfin moi ça m'est arrivé il n'y a pas encore très longtemps pour un documentaire de création, de compléter l'équipe. C'est, il y a la réalisatrice, elle arrive, elle fait l'image, mais elle n'a pas le son, la personne au son. Donc mon boulot, ça va être de trouver la bonne personne, l'ingénieur du son qui lui correspond parce qu'elle est dans le même état d'esprit, qui va s'adapter à un tournage documentaire sur du temps long, mais à deux personnes, ce qui est pas comme toi, tu arrives avec 40. Voilà, donc on peut s'adapter vraiment à la demande quelle qu'elle soit. Ce que tu disais, je vais prendre cet exemple parce qu'il correspond à ta région, c'est vraiment de la dentelle, quoi. Voilà, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment adapter vraiment au plus précis du projet, quel qu'il soit. Alors, déjà, effectivement, oui, on n'est pas loin, hein, on est à peine à 2 heures, un coup de fil, n'importe quoi. Enfin, on va répondre à vos questions, un petit mail et croyez-moi, on va vous rappeler parce que des fois, il y a des délais, des choses comme ça, parce qu'on a aussi pas mal de choses à faire. Mais il faut vraiment pas hésiter, et peu importe le format, le doc, etc. Bon, récemment, hein, voilà, un documentaire qui tourne en Creuse. Jusqu'ici, elle n'a pas eu forcément besoin de moi, jusqu'au jour où elle cherche un décor. On a une base de données de décor. Elle a besoin d'un tunnel. Elle m'appelle. 1 heure et demie plus tard, j'ai pu lui envoyer la photo de plusieurs tunnels à différents endroits. Ça peut Peut-être que ça l'a pas fait ou peu importe, mais en tout cas, ça permet déjà d'avancer sur un petit sujet. On a des bases de données liées à des décors, les contacts institutions qui peuvent vous aider. On a des bases de données autour effectivement des techniciens, des prestataires. Tout ça, c'est de la mise en relation qu'on peut effectivement, comme l'a dit Thierry hein, tout à l'heure, vous avez besoin de quelque chose, d'un prestataire son localement. Voilà, et parfois, effectivement, vous vous dites, oh, je suis pas dans une économie qui peut permettre ça. Tant que vous n'avez pas posé la question, vous pouvez pas le savoir. Vraiment, il faut éviter de s'interdire des choses en disant, ce technicien, je vais pas l'appeler parce qu'il a un trop gros CV. Croyez-moi, en fait, souvent, il va vous répondre oui, non, s'il est dispo, que le projet, voilà. Faut vraiment pas vous interdire ces choses-là et on peut vous permettre de soit les rencontrer, soit effectivement de les contacter et vous accompagner auprès de tous ces acteurs pour vous faciliter et peut-être vous donner les moyens que vous vous refusez de vous donner pour faire le film. Toi, pour conclure, est-ce que tu veux donner un message ou enfin, un dernier conseil à nos jeunes? Moi, je pense vraiment que le mot-clé que je retiens toujours en pensant au bureau de Galet Tournage, c'est l'accélérateur. C'est un service qui existe et c'est une vraie faute professionnelle de ne pas s'en servir parce que c'est vraiment un accélérateur à tous les niveaux. Je trouve que on a la chance dans un pays où il y a des vraies infrastructures en région et partout pour aider à produire mieux à plein de niveaux, avec les bonnes personnes, avec les bons décors, avec les bonnes règles de travail. C'est des vrais conseils et
Sans flagornerie aucune, ils savent tous les deux ce que je pense de leur travail, sinon je serais pas venu aujourd'hui. C'est pas toutes les régions essayent de développer ça. Là, on est au niveau le plus cohérent. Vraiment, c'est très cohérent dans votre région, donc profitez-en. Ouvrez la porte, posez vos questions, amenez vos projets. On ne sait jamais qui ça va nous permettre de rencontrer. Et moi, j'ai ouvert la porte une fois et bon, voilà, ça fait un petit moment maintenant. Et vraiment, je suis très heureux de voir la communication que ça a créé sur plein de sujets. Et nos métiers sont des métiers de contact et de mise en relation, d'opportunités. Et ne jamais sous-estimer ça. C'est-à-dire que Thierry nous a présenté des comédiens qui ont apporté des valeurs ajoutées au projet, des techniciens, des décors, des élus, des soutiens financiers avec des banques locales qui veulent aider le cinéma. On n'imagine même pas toutes les opportunités qu'un bureau d'accueil a dans sa poche. Et même lui il ne le sait pas au moment où il vient vous voir que c'est ça qui va vous apporter après. C'est-à-dire que la communication dans nos métiers, exprimer à voix haute ces problèmes qu'on rencontre et ne pas les cacher, machin, parler des choses, ça crée les opportunités et les réponses à tous les problèmes et c'est vraiment précieux. Donc, sortez de l'école, allez voir le terrain dehors, allez vous inspirer pour imaginer des belles histoires et allez voir les gens qui vont vous aider à les réaliser. C'est sans limite. Voilà, donc faut en profiter. Merci. Merci. Merci beaucoup.